Chers amis, merci 7h30, d'être toujours là sur 9h30, cette matinale Tocsin. Nicolas. Je reçois ce matin Paul-Antoine Martin et pour être tout à fait honnête avec vous, cette interview, a été enregistrée ce jeudi pour des problèmes de calendrier. En tout cas, voilà, c'est pour ça que l'actualité politique va tellement vite qu'il n'est pas question de coller à l'actualité aux commentaires, aux bavardages des éditorialistes plateau. Vous le savez, vous n'êtes pas sur Tocsin pour ça. Et je voulais absolument avoir dans cette matinale Tocsin Paul-Antoine Martin. Paul-Antoine, bonjour, comment tu vas ? Bonjour Nicolas, écoute, je suis très heureux d'être sur Tocsin aujourd'hui, hein, une chaîne qui a démarré de façon magnifique en un an. Elle s'est propulsée parmi les meilleurs. Et bravo à toute l'équipe, encore une fois. Et c'est une chaîne que j'aime beaucoup. En tout cas, je suis très content d'être là. En tout cas, merci beaucoup. C'est grâce à des voix comme la tienne que Tocsin a explosé aussi, avec le travail de toute l'équipe, Clémence Oudiakova et tout le monde, bien entendu. Et merci en tout cas d'être là. Ce matin, Paul-Antoine, je vous le disais, chers téléspectateurs, notre but, c'est pas de faire de LCI, du BFM, du CNews, de commenter le commentaire du non à venir. Notre but, c'est d'aller en profondeur et de réfléchir à ça. Et toi, Paul-Antoine, tu as quand même un discours extrêmement intéressant puisque tu connais cette fameuse casse d'État dont tu as fait ce livre et je vous recommande de lire le livre de Paul-Antoine qui a cartonné. Ton bouquin a vraiment cartonné et je pense que c'est toujours plein d'espoir d'avoir un livre comme ça qui a cartonné. Alors toi, tu es ingénieur de formation, Centrale Supélec, et tu as toujours évolué dans l'environnement industriel, à l'étranger, en France, et surtout, tu connais bien ces hauts fonctionnaires, tu connais bien cette case d'État. Et moi, ce matin, je voulais te poser la question et comprendre qu'est-ce qui se cache là-dessous, finalement. C'est Emmanuel Macron qui ne veut pas lâcher le pouvoir, la caste d'État, les hauts fonctionnaires. On nous parle de gouvernement technique, mais comment on doit le comprendre, Paul-Antoine ? Quelle est ta grille de lecture à toi ? Je vais commencer par le gouvernement technique qui nous est susurré de temps en temps. Pour moi, ça serait extrêmement grave qu'on ait un gouvernement technique. On est dans un temps éminemment politique parce qu'il a été créé comme ça par le président, qui lui-même a donc fait cette dissolution, pardon. J'ai fait un lapsus très révélateur. Ouais. Et ce gouvernement technique, pourquoi il serait extrêmement grave ? Parce que ça serait passer par-dessus complètement le vote des citoyens et acter finalement, mais acter quasiment définitivement que le vote ne sert plus. C'est encore pire qu'un gouvernement qui serait macroniste et reconduit comme tel. Un gouvernement technique, ce serait un gouvernement de hauts fonctionnaires, donc de gens qui n'auraient on va dire sans personnalité, sans politique de fait, et donc uniquement à la solde d'un président qui, lui, n'a qu'une seule idée, c'est de poursuivre la politique qu'il a menée depuis des années, et rien manifestement le fait reculer, puisque 3 votes négatifs contre lui ne l'amènent pas à avoir l'idée de suivre la Vox Populi. Mais je pense que le rêve, en fait, de ces individus, c'est de produire en France quelque chose qui ressemble au coup de force extraordinaire qu'il y a depuis des années à Bruxelles. Ce ne sont que des hauts fonctionnaires qui gouvernent. Et ce sont des hauts fonctionnaires qui donnent les ordres aux politiques des 27 pays d'Europe et qui, créent la politique, créent l'orientation de l'ensemble des peuples européens. Ce ne sont pas des politiques. Donc l'idée, probablement, c'est d'orienter la France vers ça et finalement de désarticuler complètement la Constitution, d'en faire une Constitution, on va dire, décorative ou indicative. Ce qu'ils font n'est pas illégal. Et c'est là toute l'astuce, en fait, de ces gens-là. C'est pas illégal, c'est totalement illégitime. Mais l'illégitimité n'est pas sanctionnée par la Constitution. L'illégalité, oui, mais l'illégitimité n'est pas quelque chose qui relève du droit. Oui, exactement. Et tu me fais penser effectivement à l'ami André Berkoff, qu'on salue, bien entendu, l'ami André, qui a fait un édito cette semaine, toujours saillant. Il est de plus en plus jeune, André Berkoff. Il est de plus en plus jeune, et tant mieux, on a besoin de lui, bien entendu. Il disait finalement, on a le nom du Premier ministre français, c'est une femme, et elle s'appelle Ursula von der Leyen. Et je trouvais qu'André avait entièrement raison. Je partage cette analyse, bien entendu. Donc finalement, il rejoint ce que tu dis aussi, Paul-Antoine.
Mais Ursula, elle est tout. Elle est première ministre, elle est aussi présidente et elle est présidente de l'Europe. Donc elle a, en plus, je pense on peut imaginer qu'elle ait des accointances qui vont bien au-delà de l'Europe. Mm. Oui. Et donc, elle a une mainmise complètement sur l'ensemble des peuples européens et elle sert probablement de courroie de transmission. Mais l'idée, évidemment, c'est dévitaliser complètement les démocraties européennes, de les nommer toujours démocraties, parce que ça fait bien, et puis on peut donner des cours et des leçons à l'ensemble du monde, mais les dévitaliser complètement en faisant des choses légales, mais totalement illégitimes. C'est-à-dire que le peuple, on l'aura tellement dégoûté avec ces 3 élections successives qui finalement vont aboutir soit à un Premier ministre complètement insipide, et c'est le but, c'est de toute façon avoir un Premier ministre qui n'ait aucune résistance et aucune envie de résister devant Macron, qui d'ailleurs lui a déjà dit qu'il imposerait les ministres régaliens. Oui. Il a dit qu'il imposerait les ministres régaliens. Et d'autres ministres aujourd'hui macronistes font courir dans la presse qu'ils se voient bien rester encore dans le prochain gouvernement. Donc on est dans une farce vraiment triste. Une tragédie française aujourd'hui probablement. Hein. Là, on est à un moment de bascule où il essaye certainement de valider un nouveau mode de gouvernance en France. C'est ça qui est intéressant, finalement, tu le dis, une point de bascule. Est-ce qu'on arrive à la fin, tu l'as un peu dit, mais à la fin du régime parlementaire comme on le connaît, bien entendu, et est-ce qu'on pourrait commencer à parler une forme de coup d'État, alors sans violence pour l'instant, si ce n'est de violence démocratique. Mais tu le dis, si Emmanuel Macron commence à dire « moi, je vais nommer qui je peux, et par contre, je vais choisir les ministres régaliens », manifestement, la Constitution est très claire, le président nomme, mais ne choisit pas concrètement, et il s'en remet à la volonté populaire, quelle qu'elle était sur les différents groupes. Là, manifestement, Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il est, enfin, on le sait, mais véritablement, il est totalement en roue libre, notre ami Emmanuel Macron, là. Ben, il est en roue libre vers son objectif de dévitalisation de la démocratie française. C'est pas nouveau hein, que le président de la République participe plus ou moins à la nomination des ministres, au choix des ministres, mais jamais c'était dit. Là, il le dit clairement, et il dit qu'il gardera ou qu'il choisira tel et tel ministre, tous les ministres régaliens en tout cas. Donc là, c'est clairement une provocation, encore une fois, et on voit encore une fois que c'est une provocation qui passe, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Les institutions, les grandes institutions que sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, aujourd'hui se sont transformées en chambres d'enregistrement, et avec tous ces hauts fonctionnaires, c'est pas compliqué de transformer une institution en chambre d'enregistrement. Il suffit de prendre ceux qui sont aptes à ce genre de choses et de leur promettre des choses et de leur offrir des prébendes particulières. De cette façon-là, il s'est offert le Conseil constitutionnel, il s'est offert le Conseil d'État, et puis manifestement, il n'y a aucun des partis qui a vraiment envie aujourd'hui que ça ne change. Ils ont chacun leur business. Et c'est un véritable business. C'est la question que je voulais te poser, parce que quand même se pose aujourd'hui la question du rôle des oppositions politiques, puisqu'apparemment il y en a plusieurs, il devrait y en avoir plusieurs, mais ils ont quand même tous un penchant européiste assez prononcé tout de même, même ceux qui sont le plus à gauche. Finalement, comment est-ce que là aussi c'est la fin de l'opposition politique et parlementaire comme on la connaît? On a d'ailleurs vu, comme pendant la réforme des retraites, l'opposition parlementaire s'est couchée, les gilets jaunes, ça s'est couché, la crise sanitaire, je crois qu'on peut en dire pareil. Je pense que sur la guerre en Ukraine et les accords de sécurité entre Koko Zelensky et Macron, manifestement, Macron a signé contrat de sécurité à plusieurs milliards d'euros, et il y a eu un vote à l'Assemblée, et c'était quand même formidable parce que en sorte le vote, finalement, c'était pas contraignant. Donc Emmanuel Macron a pu faire ce qu'il a voulu. Moi, je me pose la question aujourd'hui de l'opposition politique et même des parlementaires, véritablement, qui laissent quand même le champ libre à Emmanuel Macron dans ces petites combines et cette petite tambouille. Il y a probablement une baisse de niveau des parlementaires. On ne peut pas les comparer à ceux qu'on pouvait avoir il y a 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, ils ont pu au début avoir des velléités de penser des choses. Mais là, ils sont complètement digérés par le pouvoir. Complètement digérés. Et
Et il y a quand même un jeu de corruption qui est évident dans toute cette affaire. Ils n'ont pas envie que ça change. Ils sont terrorisés à l'idée que le président remette une dissolution, remette ça dans 9 mois. Et donc, ils ne veulent absolument pas accélérer les choses, quitte justement à ce que ça dure non pas 1 an, mais 3 ans. Ils pensent à leur portefeuille personnel. Ils ne sont plus dans un esprit de parlementaire. Ça me paraît complètement évident. Il y a tellement de choses à dénoncer que normalement, il devrait y avoir une union transpartisane sur des sujets comme le budget de l'État, comme tu l'as évoqué en début d'émission. Oui, parce que je veux qu'on en parle de ça, parce que tu vois, c'est quand même, j'ai écrit, je vous rappelle, chers amis, merci d'être là ce matin, je le rappelle, cette interview a été enregistrée jeudi, donc la veille de la matinale, parce que ça va très vite et je voulais absolument avoir Paul-Antoine Martin, donc on a trouvé ce créneau-là, donc merci en tout cas d'être ce matin sur Tocsin. N'hésitez pas bien sûr à vous jeter littéralement sur ce livre, Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État, aux éditions Max Minot, qu'on salue parce que c'est un éditeur, on reçoit beaucoup de ses auteurs et tant mieux. C'est un livre extrêmement intéressant qui vous donnera des grilles de lecture sur ce qui se passe. On en parlait, le rapport de la commission des finances. Il y a eu une conférence de presse mercredi en fin d'après-midi. Ce qu'on a entendu est absolument effrayant, édifiant, stupéfiant. On le savait, on sait que la France est en faillite, mais là, on a sorti des trucs incroyables, c'est-à-dire que ces gens-là ont maquillé les comptes, concrètement, par rapport à ce qu'on a entendu au rapporteur général de la Commission des finances. Oui, ça ne leur pose pas de problème. Ça fait partie de ce qu'ils nomment les astuces. Ça fait partie de choses que j'ai pu voir régulièrement, effectivement, comment maquiller, comment cacher, comment masquer, on n'est plus dans le service à l'État. On n'est vraiment plus dans le service à l'État de la part de cette haute fonction publique. On n'est plus du tout dans ce mode qui a fait la France très forte dans les années 70, 80, jusqu'à 90. Mais aujourd'hui, on est dans cette astuce qui est de masquer, de surfer finalement sur la carrière. Et c'est ça qui les motive, ces gens-là, c'est ça qui les tire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils sont capables de masquer des mensonges colossaux, absolument colossaux, tout en renvoyant la faute sur les autres. Et tout en se dédouanant de toute responsabilité. C'est ce qu'a fait Bruno Le Maire, qui est pour moi la quintessence du haut fonctionnaire, de grand corps d'État. Jamais responsable, donc irresponsable, bien sûr jamais coupable, et donc dans la totale impunité. Ces gens-là sont dans la totale impunité, ils traversent leur vie dans une impunité permanente, et ils savent permanent qu'ils sont dans l'impunité, parce qu'ils sont protégés par leur grand corps d'État, qui est en fait une mafia, et c'est ce que je décris dans mon livre, une mafia d'État qui est d'une puissance bien supérieure encore au gouvernement. Elle impose ses volontés au gouvernement. Et Bruno Le Maire, effectivement, il est fanfaron depuis très longtemps, depuis qu'il est là. Ça fait quand même 7 ans que Bruno Le Maire est quand même ministre de l'économie et des finances, il faut quand même le rappeler. Il a creusé à lui tout seul plus 1 000 milliards d'euros de dettes. On est chez les dingos. Et finalement, Bruno Le Maire ne répondra jamais de ça, ne répondra jamais de ses maquillages, ne répondra jamais d'avoir littéralement flingué le compte public. Jamais. Jamais. Tu te rappelles de l'histoire bien sûr, tu te rappelles, c'est un scandale immense, l'histoire des autoroutes. Oui. On a quand même deux grands ministres d'État français, Borne et Le Maire, qui sont, je crois, je me semble que c'est une mise en examen, il me semble, pour suspicion de faux, et usage de faux. C'est quand même phénoménal. Et ces faux-là que l'on peut imaginer sont là pour couvrir, au cas où il y ait une affaire un jour. C'est ce mode de fonctionnement qui est absolument détestable, avec des gens qui sont aux manettes, qui sont irresponsables, impunis, toujours impunis, et surtout inexemplaires pour la population française. C'est-à-dire qu'on a à la tête des individus qui sont aux manettes, et qui sont l'inexemplarité même. On ne peut pas faire nation avec des individus qui sont censés être les dirigeants et qui ont cette corruption d'esprit, on va dire.
Complètement. Et ça c'est vraiment un truc, on se rend compte, parce que Bruno Le Maire, je veux dire, même quelqu'un qui ne suit pas la politique de près, manifestement a bien compris que Bruno Le Maire, il avait quand même un sens approximatif des comptes et des déficits et de la capacité à un moment donné à essayer de préserver les Français et l'argent des Français, puisque on se rend compte c'est la question qu'on pose tout le temps, c'est où va le pognon? Et manifestement, on voit qu'il n'est pas revenu dans nos poches. Et je vous invite, chers amis, à regarder notamment cette conférence de presse de la Commission des finances. Vous allez voir, c'est absolument édifiant ce qui est dit là. Alors, vous avez un socialiste, vous avez un républicain, mais concrètement, c'est édifiant et ces gens sont inquiets. Ils l'ont dit. La situation est absolument ou presque catastrophique. Alors, presque, je pense qu'il a été mis là par diplomatie, mais littéralement, la situation est gravissime et ça va tout toucher parce que dans un moment donné, on va nous tomber dessus et ça va nous faire très mal. Et dans pas si longtemps que ça. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose pour longtemps là-dessus? Et je pense que tous ceux qui le consultent le savent pertinemment et ils ne veulent pas prendre le poste. Alors, il y en a quelques-uns qui sont grillés, comme Bertrand, qui, lui, est allé au bout de sa carrière. Et l'idée d'un poste de Premier ministre, ça serait un super bâton de maréchal, quitte à n'en rien faire. Il se précipite pour le poste. Mais tous les autres savent très bien que c'est calamiteux et que de toute façon, on va vers des lendemains qui déchantent très, très fortement. Et c'est dramatique pour le pays. C'est absolument dramatique pour le pays et pour les Français. Et je suis effaré de voir qu'il y a encore tant de Français qui soutiennent ce régime. Ça, c'est quand même quelque chose d'absolument même effrayant, on va dire. Effrayant. Oui, mais c'est toujours la même question. Emmanuel Macron, c'est 20 ou 25% du corps électoral. Je ne dis pas des Français, je dis du corps électoral. Oui. Du corps électoral, des gens qui se déplacent. Voilà, il faut quand même toujours ramener à la marge, du moins, aux bonnes valeurs des choses. Paul-Antoine, merci d'être là ce matin. On continue cet entretien. Je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, cet entretien a été enregistré ce jeudi, donc hier, puisque on colle à l'actualité, mais surtout, on veut quand même avoir une vision de fond. Il n'est pas question d'ici de commenter Barnier, machin et tout, si ce n'est que Barnier, c'était le nom que nous avons aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons cette émission, ancien commissaire européen, européiste convaincu, enfin bon, manifestement, là, bon, voilà. Mais là, j'aimerais connaître, selon toi, le rôle de cette caste d'État, de ce clan des seigneurs, là, ceux qu'on ne connaît pas, comme tu dis, ceux qui font partie des grands corps, ceux notamment de Bercy, qui se retrouvent là. Comment, selon toi, ils réagissent? Est-ce qu'ils ont un rôle? Est-ce qu'ils essaient de garder les postes? Est-ce qu'ils sont peut-être très inquiets de la démission, mais même si ça ne les touchera pas, enfin, ce qui peut les toucher, c'est quand même la faillite de l'État qui peut les toucher à un moment donné. Quel est le rôle aujourd'hui, l'attitude de la caste d'État, selon toi, les hauts fonctionnaires qui sont derrière, dans l'ombre? Eux, ce qu'ils veulent aujourd'hui, tout le temps, d'ailleurs, enfin, tout le temps et aujourd'hui en particulier, c'est le statu quo. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est le statu quo, parce que le statu quo les protège totalement. Ils n'ont pas un dessein pour la France. Ils n'ont pas un objectif. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le statu quo de leur situation, qui est une situation, mais ce que je dis d'habitude, c'est merveilleuse. Ils ont le pouvoir sans avoir les difficultés du pouvoir politique. Ils ont des rémunérations très intéressantes. Ils ont l'irresponsabilité et l'impunité. Ils ont, et ça a été confirmé avec la réforme qui a accouché d'une souris ou d'une micro-souris, la réforme de la haute fonction publique. Macron a été désavoué par la haute fonction publique qui n'a pas voulu de sa réforme. Et ce qu'ils ont obtenu, par contre, c'est la légalisation et l'élargissement du pantouflage. Oui. Donc, ce pantouflage... Alors, Paul-Antoine, le pantouflage, tu l'expliques à tous les spectateurs parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, le Canard enchaîné révélé, je crois, dans son édition de mercredi, que pas mal de membres du cabinet d'Agnès Burnacher sont partis à droite, à gauche, dans des entreprises privées avec lesquelles ils avaient travaillé en tant que cab, au cab de la ministre. Donc là, on se pose quand même des questions. Là, véritablement, le pantouflage, excuse-moi. Alors, le pantouflage, c'est un haut fonctionnaire qui a le droit, aujourd'hui le droit, auparavant c'était une pratique, maintenant c'est le droit, d'aller dans le privé, de prendre un poste important dans le privé, et puis quand sa carrière se ralentit dans le privé, de revenir dans le public, et le public a l'obligation de le reprendre à son niveau de grade, parce que pendant qu'il a pantouflé dans le privé, sa carrière continue dans le public. Donc c'est quand même assez merveilleux comme système. Et donc il revient dans le public, alors il revient au Conseil d'État, il revient à la Cour des comptes, il fait un peu de politique, il attend 3-4 ans, et puis il repart dans le privé. Et à chaque fois, ce sont des culbutes de salaire, et à chaque fois,
en fait, il vend son carnet d'adresses qu'il s'est constitué dans un cabinet ministériel. La honte que tu mentionnais, c'est effectivement que la HATPV, la Haute Autorité à la Transparence de la vie de l'État, qui est chargée de la déontologie, finalement, elle laisse passer dans ses filets tous ces gens-là. Et les plus gros poissons passent sans problème à travers les mailles du filet. Et ça, c'est absolument honteux. Il y a une connivence aujourd'hui qui est extrêmement forte entre le public et le privé, ce qui veut dire que tout ce qui est d'ordre confidentiel, voire très confidentiel, part dans le privé et constitue et crée aussi des distorsions de concurrence extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'aller récupérer, par exemple, le membre du cabinet de Olivier Dussopt pendant la réforme des retraites, celui qui justement était sur la réforme des retraites, donc le membre du cabinet, est parti chez AXA justement s'occuper des retraites. Voilà, donc là, on a vraiment un cas qui est inadmissible, absolument inadmissible, ne serait-ce que pour la libre concurrence, et puis parce que il transporte à l'extérieur de l'État tout un tas de données, de façons de faire, d'indications, et c'est absolument pas normal. On a perdu, c'est-à-dire que tous ces hauts fonctionnaires qui pantouflent font fi aujourd'hui totalement d'une quelconque déontologie. La notion de déontologie aujourd'hui n'appartient plus à l'esprit de la haute fonction publique, elle n'appartient plus, elle ne fait plus partie du grand service de ces grands serviteurs de l'État. Aujourd'hui, ce qui a remplacé la déontologie, c'est faire du fric. Et vite. Et le symbole absolu, le parangon absolu, c'est Macron. Le parangon absolu de ça, c'est Macron. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il entretient certainement Vanguard, on en citerait plein, on pourrait passer un quart d'heure à tout citer, mais ça serait trop long. Mais oui, c'est ça. Et ça, c'est absolument dramatique. La République pourrit de l'intérieur, de fait. Et toute la haute fonction publique qui est normalement toute la strate qui devrait être exemplaire, qui devrait montrer par son comportement une exemplarité à l'ensemble du peuple français, s'est transformée aujourd'hui en quelque chose qui est le contraire, l'inexemplarité, et profitant de privilèges absolument délirants, comme l'impunité, l'irresponsabilité, etc. Et comme tu disais à un moment donné, ces gens, tu ne les trouveras jamais devant un tribunal. Jamais. Et ils le savent. Ils le savent. Moi, j'ai quand même l'impression, là où on arrive, on a eu quand même les Gilets jaunes, on le rappelle, en 2018, fin 2017, 2018, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une odeur de soufre de la chute de l'Ancien Régime. Parce que ce que tu dis là, Paul-Antoine, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, c'est exactement pour ça qu'au XVIIIe siècle et au XIXe, il y a eu quand même 2-3 trucs qui ont fait qu'ils ont ressorti la Grande Veuve, me semble-t-il. Et j'ai quand même l'impression que ce parfum de chute d'Ancien Régime est en train de commencer à se diffuser méchamment dans l'atmosphère. C'est une analyse que j'ai politiquement et cette caste-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça ? Oui, je suis d'accord. Moi, je pense qu'on est dans une atmosphère de 1788, 1787. Oui. Cependant, le peuple n'est pas affamé. Oui. Le peuple est, abéti avec toutes les imbécilités qui circulent à la télé, etc. Il est abéti par la fausse information, les fake news qui viennent en fait du pouvoir et non pas des complotistes. Donc il est abéti par tout ça. Et avant qu'il prenne effectivement la fourche, il va se passer encore probablement pas mal de temps. Et puis, rappelons-nous quand même, 1789, ça a donné ensuite 90, 91, 92, 93. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Ça a été récupéré. Oui. Ça a été récupéré parce que ceux qui connaissent, qui savent comment faire fonctionner un État, eh ben, c'était ceux qui étaient là avant et qui n'ont pas eu la tête coupée. Voilà. Oui, non, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant, mais c'est vrai que si quand même une partie de la population non négligeable, même une grosse minorité, s'intéressait, écoutait Tocsin, lisait Paul-Antoine Martin et les autres,
Je pense que manifestement, Emmanuel Macron ne serait toujours pas en train de faire le zozo et de s'accaparer littéralement tous les pouvoirs avec l'idée du gouvernement technique ou pas et toujours notre soumission à Bruxelles. Et puis aussi, ce minage de l'intérieur, de la caste d'État dont tu parles si bien. Chers amis, je vous recommande de vous procurer le livre, l'excellent livre de Paul-Antoine Martin, Le Clan des Seigneurs, immersion dans la caste d'État, aux éditions Max Milo. Un dernier mot, Paul-Antoine, là-dessus, finalement, sur Édouard Philippe. Tiens, Édouard Philippe, c'est pareil. Dire on est quand même, non mais Édouard Philippe, enfin, bon, c'était l'American Friends Foundation. Bon, on va pas se raconter d'histoire. Hein. Ben, c'est le même. Ils sont tous pareils, en fait. Ils sont faits sur le même moule. Et tu remarqueras qu'il est haut fonctionnaire aussi. Ouais. Non, haut fonctionnaire, non démissionnaire. Donc ça offre des privilèges qui sont considérables. Pendant que ces gens-là font de la politique, ils ne travaillent pas au Conseil d'État ou à la Cour des comptes. C'est un monde qui est complètement dysfonctionnant. Et c'est facile, en fait, de s'arroger des privilèges comme ça quand tu es aux manettes. Il suffit de prendre un décret, et un décret qui te concerne directement, et tu es couvert. C'est absolument dingue. Sachez également que le gouvernement, depuis qu'il est démissionnaire, a signé à peu près 1600 décrets. J'ai lu ça ce matin. Donc, ces gens continuent à signer des décrets alors qu'ils sont démissionnaires. On vit une époque de malade. Tout en étant, pour certains, députés. Oui, et qui ont voté d'ailleurs à la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui est formidable. Et d'ailleurs, l'opposition de droite et de gauche a laissé faire ça. Franchement, voilà. À un moment donné, moi, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut m'expliquer, mais il y a des choses qui sont absolument inadmissibles, même venant de l'opposition, droite et gauche confondues. Complètement. Si ce qui se passe aujourd'hui a lieu, c'est parce que l'opposition n'existe plus et qu'elle en profite. Exactement. Et bien, en tout cas, on va voir ça. Merci beaucoup, Paul-Antoine, de m'avoir accordé cet entretien. C'est avec un grand plaisir, Nicolas, toujours. Merci en tout cas, parce que c'est toujours intéressant d'avoir ces sujets de fond et ces analyses de fond, pas faire du commentaire politique de bas étage. Merci, Paul-Antoine. On te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Paul-Antoine. Bonne journée. Bonne journée, Nicolas. Chers amis, voilà, c'est la fin de cette matinale. J'espère qu'elle vous a plu, comme chaque semaine, comme chaque jour de la semaine. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux. On vous le dit, partagez, likez. C'est très, très important. Commentez sous la vidéo sur YouTube et bien sûr, partagez l'émission, partagez la chaîne Toxin. Vous êtes près de 220 000 abonnés. C'est absolument colossal, même pas un an après le lancement. Merci de votre fidélité. J'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui sur ce qui nous attend pour les prochains jours et les prochaines semaines, parce que tout ça, ça va se passer maintenant. En tout cas, moi, je vous dis, bien entendu, à vendredi prochain, 7h30, 9h30, mais dès lundi matin, 7h30, l'ami Clémence, que je salue, bien entendu, qui prend un week-end bien mérité, vous retrouvera dès ce lundi matin, 7h30. Merci d'être si fidèles. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et à vendredi prochain. Et pour Clémence, c'est lundi 17h30. Bye bye, salut, vive la démocratie, salut, ciao.